Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damages. Previously on Law. Previously on Fringe. Alors justement, nous recevons Ninon Davis. Ninon Davis, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chercheuse en intelligence artificielle appliquée à la musique et professeure à l'IRCAM. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'oublie quelque chose? Alors c'est ça, je suis juste doctorante en revanche, je suis encore en thèse. D'accord, merci. L'IRCAM, est-ce que vous pouvez me rappeler c'est quoi exactement? Alors l'IRCAM, c'est l'Institut de recherche sur les sciences appliquées à la musique. Du coup, ça réunit tout un florilège de chercheurs qui vont travailler autour de la musique, mais aussi des compositeurs. Donc en fait, on essaye à chaque fois de faire des ponts entre vraiment la composition et la recherche scientifique, qui s'applique à tout plein de domaines. Ça peut être la musique, mais aussi la voix. Et du coup, c'est une grosse institution vraiment de recherche appliquée à la musique. D'accord. Du coup, ça veut dire que vous êtes musicienne, c'est bien ça? Alors, moi, je suis musicienne, en effet, mais après, tous les chercheurs ne sont pas musiciens. Mais oui, généralement, les chercheurs qui travaillent à l'IRCAM ont un fort intérêt pour la musique et de fait sont généralement musiciens. D'accord. J'ai vu sur votre site internet que vous donniez des concerts, c'est bien ça? Ça m'arrive de jouer. Et c'est en lien avec l'intelligence artificielle ou c'est vraiment une activité de musicienne à part entière? C'est plutôt une activité de musicienne, mais cela dit, dans l'équipe, donc moi je fais partie d'un groupe qui s'appelle Acids, qui est un sous-groupe d'une équipe de l'IRCAM. On essaye de plus en plus d'organiser des événements où vraiment on met en valeur l'intelligence artificielle. Et donc il s'agit en fait d'improviser avec de l'IA, de proposer aux auditeurs quelque chose d'un peu nouveau, des nouvelles sonorités. Il y a aussi des choses qui se font à l'IRCAM qui sont pas forcément en lien avec moi, mais sur l'improvisation. Donc comment un musicien peut improviser avec une intelligence artificielle. Voilà. Mais en tout cas, oui, il y a de plus en plus d'événements à ce sujet et on essaie de développer ça, oui. D'accord. On va reprendre du coup la discussion qu'on a eue avant avec tout le monde. J'aimerais bien, alors moi je vais le redire encore une fois, hein, mais je trouve ça vraiment fou qu'on arrive à faire ce genre de choses. Et j'aimerais bien comprendre ou au moins savoir comment comment cela a été possible. Est-ce que ce progrès il est dû à une découverte majeure de ces derniers temps, ou est-ce que c'est plutôt juste un fil qu'on a tiré depuis des décennies qui arrive aujourd'hui à maturation? Comment c'est possible qu'aujourd'hui on puisse faire ça? Alors ça, il faudrait le définir un peu plus clairement, bien sûr, mais j'imagine que si on se restreint juste au domaine de génération de musique, donc vraiment une IA qui est capable de composer et de vraiment après entraînement nous sortir un fichier MP3 ou Wave qui est musical. Du coup, non, c'est plutôt une avancée qui s'est fait au fil du temps. D'ailleurs, en fait, il y a beaucoup de modèles d'IA aujourd'hui qui sont inspirés des modèles d'images. On est bien plus avancé en fait dans le domaine de l'image que dans le domaine du son. Et donc en fait, petit à petit, avec les évolutions de l'IA sur l'image, et forcément, ça a pris le pas aussi sur le son. Et donc on en est là aujourd'hui. Mais ce sont évidemment des dizaines d'années de recherche sur les IA pour en arriver là. Donc c'est pas juste un seul boom d'un coup. Maintenant, on a l'impression, je pense qu'il y a ce boom aujourd'hui parce que on commence en IA sur la musique à avoir des résultats qui sont satisfaisants et qui sont musicaux. Donc, on n'en est plus à un bip-bloop d'ordinateur. Du coup, voilà, maintenant, on peut commencer à vraiment générer des choses qui sont chouettes. Donc voilà, les gens ont l'impression que ça boom d'un coup, mais non, c'est vraiment des années de recherche depuis les années 90, quoi. D'accord. Vous avez parlé là des intelligences artificielles liées à l'image. Moi, je pense du coup à Midjourney, qui m'a laissé aussi sur les fesses, on va dire. Du coup, ça veut dire que c'est le même processus à l'œuvre, de la même façon qu'on apprend à un ordinateur à faire des images. C'est le même processus. On lui apprend aussi à faire de la musique avec le même langage, on va dire. C'est ça?
C'est ça, exactement. En fait, avec une image, bon après je peux pas englober tous les exemples qui existent, mais pour essayer de vulgariser un peu, je dirais que pour une image, on va générer pixel par pixel, alors qu'en fait un signal musical, en fait c'est un point, c'est une onde, c'est quelque chose qui est en 2D, donc on va générer en fait point par point le signal musical. Donc, en un sens, c'est plus facile parce on a juste une courbe. En un sens, c'est plus difficile parce que les points sont beaucoup plus nombreux que, en fait, dans une petite image. Mais c'est le même processus, en effet, de générer petit à petit. Alors, je vais rebondir sur ce que vous avez dit là juste avant. Je vous ai posé la question comment on en est arrivé à ça, et vous m'avez dit mais faut définir ça. Du coup, oui, vous avez raison. Ça, c'est de ce dont on a parlé tout à l'heure. Pour moi, ça, c'est la première partie, c'est le clonage de la voix, c'est-à-dire qu'on arrive à cloner des voix, que ce soit, on a écouté là tout à l'heure Mylène Farmer ou Johnny Hallyday ou même Emmanuel Macron. La composition de la musique. Pour moi, c'est deux choses qui sont qui sont différentes, mais qui ne le sont peut-être pas pour l'intelligence artificielle. J'ai pas de questions. C'est différent. C'est quand même deux problématiques différentes. On va dire, il y a une différence entre cloner une voix, c'est-à-dire que en fait, on va rassembler, je dirais, une base de données avec cette voix-là. Donc, admettons Mylène Farmer, par exemple. Donc, on va essayer d'avoir un maximum de voix de Mylène Farmer. Puis, on va donner ça au modèle d'intelligence artificielle qui va repérer un peu toutes les intonations, tout le timbre de la voix, etc. et qui va pouvoir reproduire ça en disant des choses nouvelles, bien sûr. Et après, il y a plein d'autres pans de l'IA qui s'appliquent au son, donc en général, mais aussi à la musique. Donc, on peut lui donner un timbre de violon pour faire du violon. On peut lui donner un genre musical pour créer le genre musical. On peut lui demander quelque chose de tout à fait différent. Par exemple, une voix qui chante et en fait, l'IA va faire l'accompagnement. Aujourd'hui, il y a des choses aussi qui se font très bien sur tout ce qui est mixage et mastering, donc tout ce qui est post-processing en fait de la musique, pour éviter aux musiciens d'avoir à faire tout ça. Après, hop, l'IA, elle fait le mixage, elle fait le mastering et la chanson est super. Enfin voilà, il y a plein de pans tout à fait différents, même des nouvelles sortes de compositions en fait. Aujourd'hui, on peut très bien imaginer qu'on a des nouvelles manières de composer grâce aux IA qui sont pensées différemment que les instruments classiques qu'on a aujourd'hui, quoi. Alors là, j'ai une question. Je vais vous demander, accrochez-vous. Accrochez-vous bien, faites simple, parce que je pense que c'est une question impossible à répondre, mais c'est une question qui moi m'obsède quand j'ai découvert ce genre de composition et l'intelligence artificielle dans la musique. C'est comment est-ce qu'on apprend à une machine à composer, et est-ce qu'on peut dire on apprend à une machine à composer? Comment vraiment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une réponse simple ou pour vulgariser un petit peu le processus? Oui, il y a des réponses simples. Après, encore une fois, je peux pas traiter toute la globalité de la composition parce que composition, encore une fois, c'est assez large. Mais en fait, déjà pour la composition pure, je dirais, il n'y a pas forcément besoin d'une IA. Il suffit de donner à un ordinateur les règles de composition de base du solfège, de mettre quelques directions et il est censé être capable de le faire. Maintenant, on peut aussi aujourd'hui faire des choses qui sont un peu plus, un peu plus poussées. Par exemple, demander à un ordinateur de composer, entre guillemets, à la Chopin, à la Bach, ou ce genre de choses, où là, vraiment, il va pouvoir nous générer quelque chose qui est vraiment très similaire avec toutes les compositions de Chopin ou de Bach, mais qui est nouvelle. Et le principe, c'est ce que j'ai un peu mentionné tout à l'heure, c'est vraiment on va essayer de regrouper une base de données qui va être, on va essayer de faire en sorte qu'elle soit cohérente, c'est-à-dire qu'il y ait les mêmes principes de propriété. Donc par exemple à la Chopin, donc on va rassembler tout un corpus de Chopin, on va donner ça à l'intelligence artificielle qui va en fait en retirer les propriétés et qui va en apprendre les propriétés.
et qui va pouvoir ensuite derrière recracher en suivant les propriétés qu'il a apprises des nouvelles choses. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais vraiment le principe c'est d'apprendre l'aspect général, d'en sortir vraiment une propriété. Donc c'est comme de la génération d'images. Si on essaie de générer un chat, on va apprendre à l'ordinateur. Bon, un chat, il a des moustaches, il a 2 oreilles, il a telle texture de poil, et puis il a telle forme, il a une queue. Enfin voilà. Et donc l'IA va apprendre tout ça, puis elle va recracher un beau chat. En fait, c'est pareil avec le son. Donc le Chopin, il va jouer plutôt avec telle note et telle note, tels enchaînements. Il va avoir tendance à jouer dans telle clé, etc. Et donc après, l'ordi va juste réussir à générer tout ça. Et en fait, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, il y a une architecture qui est assez classique et qui est plutôt simple à comprendre, où c'est vraiment une question d'encodeur et de décodeur. Donc en fait, on va encoder les données dans un espèce d'espace qui va rassembler toutes ces propriétés, et puis ensuite on va redécoder en sortie, et ça va nous donner en fait une nouvelle chose qui n'existait pas avant, mais qui possède en effet toutes les propriétés qu'on voulait. D'accord. Donc ça veut dire que aujourd'hui un artiste, que ce soit un artiste connu ou quelqu'un de débutant, pourra, sans avoir aucune notion de solfège ou de musique, composer sa propre musique selon les critères qu'il veut pour sa chanson. C'est bien ça, sans aucun souci. Alors après, il faut savoir coder l'IA, donc il faut quand même avoir des solides connaissances, je dirais, mais théoriquement oui. Théoriquement. S'il y a un modèle qui sort et qui convient à cet artiste, admettons que l'artiste, je sais pas, est fan d'un genre en particulier, en effet, l'IA pourra lui composer quelque chose. Après, je sais qu'il y a beaucoup de travail en ce moment qui est fait sur, il y a eu toute cette tendance de taper un texte, générer une image. Et aujourd'hui, la grande tendance, c'est taper un texte et générer du son. Donc il est possible aussi de taper un texte, de dire je veux une loupe de samba avec une voix féminine qui chante en arménien, et puis en fait on a une loupe de samba avec en effet une voix féminine qui chante en arménien. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc oui, on peut le faire. Ouais. C'est un peu le principe de Suno, c'est l'intelligence artificielle dont on parlera juste après, où je ferai écouter quelques textes écrits comme ça à la volée, et le programme a créé une musique et chante le texte qu'on lui a donné, quoi. C'est assez fou comme résultat. Alors j'ai une autre question un peu bizarre. Est-ce que ça veut dire que aussi on va pouvoir avoir des artistes complètement virtuels, pilotés par des majors de la musique, qui nous abreuveront de musique toute faite entre guillemets? Je pense qu'il y a plein de problèmes qui se posent avec tout ça. Déjà une IA, en fait, il va lui manquer quelque chose de crucial qui va être sa propre capacité à s'évaluer, parce que même si en fait une IA elle va pouvoir cracher plein de choses, il faut quand même qu'il y ait un être humain derrière qui lui dise ça c'est bien, ça c'est pas bien. Après, vous avez mentionné des artistes virtuels. Alors oui, on peut très facilement imaginer qu'à un moment donné, il y a des radios qui vont se lancer avec de la génération par IA de musique en continu, en fait, H24, puisque ça, c'est facilement réalisable. En fait, il suffit de demander à l'IA de générer. Maintenant, il y aura des choses bien, il y aura des choses pas bien, et puis surtout, il y a un moment donné, ça va finir par se ressembler, parce que comme je vous ai dit, on se base sur une base de données, donc en fait, ça va finir par tourner en rond, quoi. Donc ça, c'est la première des choses. Après, moi, ce que je pense, c'est il serait intéressant d'interroger un peu la notion d'artiste et la notion de créativité, parce que une IA, est-ce qu'elle peut être créative? Ça, je pense pas. Et est-ce que un artiste peut se résumer à une IA? Je pense pas non plus. L'intention derrière tout ça, en fait, elle est quand même importante. Et puis en fait, la créativité, c'est aussi le nouveau. Donc il y a un moment donné, il va manquer plein de données pour que juste une IA seule soit une artiste entre guillemets, quoi. C'est intéressant ce que vous me dites, ça me permet de faire le lien avec ma prochaine question. Alors c'est une vision personnelle que j'ai. Pour moi, le travail artistique, c'est du travail. C'est énormément de travail. Rien que pour la musique, on apprend le solfège, on apprend à jouer de la guitare, du piano, etc.
pour l'écriture aussi. Quand on écrit un livre, on écrit, on réécrit encore. Et ce qui change, c'est notre perception personnelle par rapport à ce qu'on a vécu et aux rencontres qu'on a fait. C'est notre perception qui va donner une coloration à l'art qu'on pratique. Du coup, l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle est capable de faire ça, ou est-ce que c'est ça qui est le propre de l'homme entre guillemets, comme le rire? Comme le rire, non, ça me fait rire parce qu'il y a pas mal d'études en ce moment qui sortent sur l'humour de l'IA. Donc, est-ce qu'une IA est capable de sortir des blagues ou faire de l'humour? Bon, la réponse est oui. Ok. Mais du coup, C'est la prochaine étape alors. On va avoir des comiques virtuels, super. voilà. Mais non, mais pour revenir à la question, en fait, c'est aussi un sujet de mon travail parce que en fait, grosso modo, aujourd'hui dans l'IA, comme c'est un outil qui est plus ou moins nouveau, comme tous les outils plus ou moins nouveaux, il va se développer des comportements de la société par rapport à cet outil. Et donc, comment est-ce qu'on va utiliser ce nouvel artefact sociétal, on va dire ça comme ça. On voit déjà que par exemple ChatGPT est en train de prendre une place mais monstrueuse dans notre vie quotidienne, ou en tout cas dans la vie quotidienne des plus jeunes, qui a presque remplacé Google en fait. ChatGPT est devenu l'oracle ultime. Bon, et ben les IA, je pense que ça va être de plus en plus le cas. Et quand on regarde les IA créatives, il y a grosso modo deux chemins qui sont en train de se former. Le premier chemin, ça va être une IA qui fait, je dirais, une IA indépendante, c'est-à-dire une sorte de bouton rouge sur lequel on appuie et qui va créer, donc avec très peu de contrôle en fait. C'est un peu le principe de ces IA où on tape ce qu'on veut et puis paf, elle le crache. Et puis en fait, il y a le deuxième chemin qui est, je trouve, bien plus créatif, qui va être d'utiliser l'IA comme un instrument. Donc dans le cadre de la musique, mais même dans le cadre de n'importe quoi, de la peinture ou de je sais pas quoi, vraiment comme un instrument. Mais le problème de ce chemin-là, c'est que dans ce cas-là, il faut apprendre à gérer l'IA. Il faut apprendre à lui incorporer des fonctions, à lui incorporer du contrôle. Et en fait, dans ce chemin-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir une sorte de co-créativité entre l'artiste et l'intelligence artificielle. Alors que le tout premier chemin dont je vous ai parlé, qui est cette espèce de bouton, et ça fait une black box, une boîte noire en fait. On ne sait pas ce qui se passe dans l'IA, puis elle nous sort quelque chose, mais on n'a aucun contrôle dessus. Ça, je trouve que c'est moins intéressant. Malheureusement, c'est ce qui se développe le plus parce que c'est ce qui fait le buzz. Mais je pense que la recherche en fait gagnerait à s'attacher vraiment à la seconde partie sur une IA qui serait un peu plus intelligemment développée, je dirais, ou vraiment qui mettrait l'être humain au centre de la création et qui permettrait juste, en fait, l'IA serait une sorte de vraiment juste au-dessus, juste pour aider. Donc, ce serait vraiment un qui ferait partie du processus de création, mais qui serait pas le processus entier de création, en fait, où on aurait vraiment un dialogue entre l'être humain et l'IA. D'accord. Voilà. En gros, il y a une voie qui est la voie commerciale et une autre voie qui est la voie créative. C'est ça, grosso modo, si je peux schématiser? C'est exactement ça. Je voulais pas mettre les mots dessus, mais c'est exactement ça. Bon, malheureusement, la voie commerciale a tendance à prendre le pas, évidemment, puisque c'est généralement la voie qui est adoptée par les leaders et les grosses boîtes, quoi. Mais en tout cas, à l'IRCAM, nous, on essaye de s'attacher sur la voie un peu plus créative et on essaye de proposer aux gens des instruments avec lesquels on peut jouer et qui, de fait, on doit les apprendre. Donc, en fait, pour répondre à votre question initiale, l'être humain insuffle forcément sa perception puisque, en fait, on joue avec. C'est pas simplement quelque chose qui est présenté comme ça. Ouais. Très bien. Et moi, ça fait écho justement aussi dans Midjourney. J'ai beaucoup utilisé Midjourney parce que j'ai trouvé ça fou, comme la musique, quoi. Et effectivement, au bout d'un moment, on tourne en rond, quoi. C'est toujours le même genre d'image. Pour avoir vraiment ce qu'on veut, faut vraiment comprendre comment ça fonctionne, etc. Et de base, c'est toujours, on revient aux mêmes images H24. On revient à ce que vous disiez à cette question et à une précédente. Au niveau des problématiques, donc vous avez dit le danger s'est retourné en rond. Est-ce que vous avez identifié dans votre travail une autre problématique?
Oh, il y en a plein. Il y en a plein, malheureusement, je vais pas pouvoir répondre à toutes les problématiques. Je pense qu'il y a des gros problèmes au niveau des droits. Alors moi, j'y connais absolument rien en droit, mais je sais que à un moment donné, il va falloir se poser la question du droit d'auteur, de la propriété intellectuelle, parce que quid d'une IA qu'on entraîne sur des données qui sont pas les nôtres, mais derrière on génère quelque chose, ou alors nous-mêmes on a construit l'IA, à qui appartient en fait le résultat? Je pourrais pas répondre. Quid des IA qu'on entraîne sur des données, des masses de données qui appartiennent à plein de gens différents pour finalement générer quelque chose de totalement différent? Je sais pas répondre non plus. Enfin voilà, il va y avoir une question de propriété intellectuelle qui va se poser, ça c'est sûr et certain. Le problème de tourner en rond, c'est aussi quelque chose qui va être problématique d'après moi et qui va prendre, enfin cette problématique risque de prendre de plus en plus de place parce que le principe d'une IA, c'est qu'elle va chercher à, comment dire, à normaliser. Donc en fait, elle va toujours cracher une moyenne. Donc on n'aura jamais quelque chose de, comment dirais-je, qui sort de l'ordinaire avec une IA. Donc, où est-ce que va la créativité là-dedans si on peut pas sortir de cette espèce de masse? Bon, ça va finir par poser problème. Je pense aussi qu'il va y avoir des problèmes liés à la créativité, parce qu'en fait, plus les outils de mécanismes vont prendre de la place, ben moins il va y avoir de créativité. Et je dirais même dans un scénario un peu catastrophe, en fait, les artistes vont finir par taper des commandes pour demander aux IA de générer, et puis l'IA va générer. Donc finalement, on aura renversé tout le problème, c'est-à-dire que l'humain va être astreint à taper des choses à l'ordinateur, et c'est l'ordinateur qui va générer la partie fun. Donc on va arriver au problème inverse de ce qu'on voulait, c'est-à-dire juste une IA qui pourrait nous aider à créer. En fait, ce sera l'IA qui va créer et l'être humain qui va être derrière à taper des prompts. Je veux dire, je sais pas combien de temps vous avez passé sur Midjourney à taper des prompts pour générer quelque chose, mais peut-être finalement que ça aurait été plus simple de prendre un crayon, un papier et de le faire. Enfin, je sais pas, c'est vraiment une exagération, mais j'ai peur qu'on tende à ça, en fait. Voilà. Non, sur ça, je vous plus sois. J'ai passé beaucoup trop de temps sur Midjourney, je le confesse. J'ai deux dernières questions. La première question, est-ce que vous voulez aborder un sujet qu'on n'a pas abordé pendant cette interview et qui vous semble important d'aborder? Non, il y a peut-être une question qui se poserait que vous n'avez pas abordée, qui concernerait, enfin moi qui me tient à cœur, qui concernerait l'environnement. Parce que je pense que ce qu'on oublie un peu dans tout ça, c'est le coût environnemental de toutes ces grosses IA qu'on entraîne, et puis on est très content du résultat, mais finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Moi, j'ai une collègue à l'IRCAM qui travaille précisément sur ça, l'impact énergétique de l'entraînement des modèles et de l'inférence des modèles sur les modèles d'IA appliqués à la musique. Et c'est vrai que son travail, même si c'est pas mon domaine, est très intéressant, mais on oublie souvent en fait que voilà, les gros groupes qui balancent comme ça ces énormes modèles, voilà, Midjourney, ChatGPT, tout ça, c'est des trucs énormes. En fait, à entraîner, c'est un coût énergétique qui est monstrueux, que personne ne fait vraiment très très attention à tout ça, et qui serait peut-être temps de réfléchir à peut-être des modèles qui seraient plus intelligemment codés, on va dire, ou qui seraient peut-être moins énergivores. Voilà. Ah oui, d'accord. Très intéressant. J'avais pas du tout pensé à cet aspect-là des choses, à l'aspect écologique de combien ça coûte exactement. Oui, très bien. Merci. Du coup, j'ai une dernière question. Ça n'a aucun rapport avec ce dont on a parlé. C'est est-ce que vous pouvez nous conseiller un livre ou un film qui vous a marqué et qui vous semble intéressant de faire connaître, que c'est un rapport ou pas avec l'intelligence artificielle? Avec aucun lien avec l'IA. Pour le coup, je crois que les deux derniers bouquins qui m'ont frappé, je lis davantage que ce que je ne regarde de films, mais je conseillerais chaudement Betty, qui est un bouquin que j'ai dévoré et qui est extrêmement fort. Et je conseillerais également, parce que l'un ne va pas sans l'autre, comme je les ai lus, j'ai lu vraiment ces deux livres qui m'ont beaucoup marqué, Une vie comme les autres, qui est un bouquin de 1100 pages, donc il faut se l'avaler, mais qui est d'une beauté violente incroyable. Betty, c'est de Tiffany McDaniel, c'est ça? C'est ça, c'est ça.
Et le deuxième, c'est de... Donc oui, Une vie comme les autres, c'est Anya Yanagihara. J'espère que je prononce bien. Anya, ça s'écrit H-A-N-Y-A. Et on mettra de toute façon le lien correct sur les réseaux, sur le site internet. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Ninon Daly, de nous répondre. Merci vraiment. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt. Merci. Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damage. Previously on Fringe.